C'est le 23 janvier 2025 que je monte dans l'avion qui m'amène jusqu'à l'aéroport de Helsinki. S'ensuit un trajet en train jusqu'au centre de ce pays mystérieux qu'est la Finlande. L'excitation est à son comble. Mon intuition m'affirme que ces terres froides et lointaines me réservent bien des surprises. Dès le premier jour, je suis le témoin attentif de cette culture qui m'est nouvelle. L'alimentation, le rapport aux autres, le folklore, le langage, de prime abord, je ne m'imaginais pas que les différences seraient si nombreuses. Je garde néanmoins à l'esprit que ce voyage fut en grande partie motivé par la volonté de trouver des réponses à certaines de mes questions. D'où venons-nous? Les dieux sont-ils plus présents au nord? La mythologie finnoise peut-elle être une clé pour décrypter les mythes indo-européens? C'est donc pour une période de 2 mois que je devais me familiariser avec cet environnement, ce peuple, ses mythes et ses coutumes. Depuis presque 4 ans, je me passionne pour les traditions indo-européennes et les religions de nos ancêtres. En approfondissant ce sujet, je suis naturellement tombé sur des récits mythologiques évoquant l'origine de notre peuple et sa nature. Face à ces textes et ces légendes, la science et l'histoire nous proposent une version toute différente, plus pragmatique et plus terre-à-terre que celle de nos aïeux. Par mépris de la mythologie, certains scientifiques et finalement les peuples ont admis que les textes sont certainement des fabulations, des rêves qui servaient plus à endormir les enfants lorsque les étoiles illuminent le ciel nocturne. Mais ma conviction est tout autre. Pour moi, ces textes sont beaucoup trop précis, beaucoup trop bien structurés, et je vois mal comment les différents peuples indo-européens auraient fait coïncider leurs légendes sans une base solide. C'est en partant de ce principe que j'ai décidé de suivre mon instinct et d'explorer ces pistes. Ce cheminement m'a également amené à voir dans la Finlande une piste potentielle. Les peuples de ce pays nordique ne sont pas indo-européens, nous ne partageons pas vraiment le même sang. Et pourtant, ils ont à mon sens beaucoup à nous révéler sur nous-mêmes. Malgré les différences génétiques et culturelles, de nombreuses similitudes existent entre les légendes caréliennes et indo-européennes. Les dieux, les héros, l'organisation du monde, la manière de conter les poèmes. À certains égards, nous pensons être face à une version des traditions germaniques et scandinaves. Ma curiosité m'a donc mené sur le chemin de Suomi, le nom finnois de la Finlande. Comme je vous l'ai dit avant, ce voyage fut en grande partie motivé par des questions d'ordre spirituel. J'espérais grandement obtenir des réponses, d'une façon ou d'une autre, en me projetant totalement dans ce nouvel univers. Or, il n'en est rien. Je n'ai pas forcément plus de réponses quant à nos origines, ou quant à l'existence d'un continent perdu au nord du monde. Peu de réponses à mes questions en somme. Pour autant, ce périple n'a certainement pas été sans enseignement, sans réflexion. Des réponses m'ont été données, des réponses à des questions que je ne me posais pas vraiment. La simple observation de la nature, le déroulement des cycles, le parcours du soleil dans la voûte céleste, ou la contemplation d'aurores boréales, fut pour moi une nouvelle occasion d'admirer la complexe perfection qui régit ce monde. En prenant du recul, je me suis rendu compte que depuis le départ, de mes premières curiosités à l'égard de la Finlande jusqu'à la réalisation de mon voyage, l'intuition m'a guidé et a été le principal moteur de mon périple. Cet attachement inné et cette fascination pour cette mythologie, à la fois si proche des nôtres et pourtant si éloignée, m'a mené sur les sentiers des découvertes et de l'introspection. Je connaissais déjà les vertus de l'intuition et de l'instinct, mais de ce voyage résultera une confiance bien plus profonde encore envers les murmures divins qui nous mènent sur l'accomplissement de notre destinée. Je pense désormais qu'il est très important et très intéressant de suivre ce que le cœur témoigne. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas vécu cette expérience incroyablement enrichissante. Ce voyage m'a donc beaucoup appris sur moi-même et m'a offert des réflexions profondes. En somme, ce séjour dans le Nord m'a permis d'évoluer. Et je trouve ici en application une loi toute simple et basique, mais qu'il est important de garder en tête lorsqu'un choix s'offre à nous. Le mouvement est moteur de l'évolution. Pour entrer plus en détail dans cette passionnante idée de mouvement créateur, je vous renvoie à ma vidéo sur la croix des cycles. Le lien est en description. Je pense que ce qui m'a le plus fasciné est de loin l'immobilité et le calme qui règne dans ces forêts boréales. Il me suffisait de m'éloigner des routes et des habitations pour être le témoin d'un silence que nous ne connaissons pas vraiment en France. Aucun bruit, ni vent, ni chant d'oiseaux, aucune branche en mouvement, aucun animal, simplement le silence. Cette tranquillité si particulière fut l'occasion pour moi de méditer dans un terrain dénué d'influence extérieure. Au fil du temps, de méditation en méditation, les sensations évoluaient et ma connexion aux sapins et au bouleau du Nord s'intensifiait. Mais malgré ce calme et cette absence de mouvement, il m'arrivait à certains moments d'avoir la sensation d'être observé lorsque la nuit tombait. Outre ces sensations, j'ai pu observer quel rôle possèdent le soleil et la lune sur la spiritualité de l'indo-européen. Comme vous le savez, l'hiver au nord signifie ensoleillement faible. Même si je ne suis pas allé jusqu'au cercle polaire, je dois reconnaître que le taux d'ensoleillement plus faible que dans le reste de l'Europe a été un défi à certains moments. Le soleil se levait aux alentours de 9h pour se coucher vers 16h. Au final, c'est assez proche de ce que nous connaissons en France. Mais en Finlande, le temps est gris, en tout cas lorsque j'y étais.
Ce gris permanent masque le soleil de son lever jusqu'à son coucher. J'ai donc pu comprendre réellement pourquoi l'astre incandescent est le symbole de notre peuple. Il apporte la vitalité, la joie, la détermination et la force. Du point de vue biologique, le soleil participe à réguler les taux hormonaux et donne donc la bonne configuration chimique à l'organisme. Cet équilibre que permet le soleil donne à l'esprit la capacité d'entrer en contact avec la polarité céleste des traditions indo-européennes, dont l'archétype n'est autre que le père originel, que nous nommons Dieus. Représentant de la souveraineté, du ciel diurne et de l'autorité, c'est ce dieu brillant qui illumine notre peuple. Ce n'est pas un hasard si dans beaucoup de traditions païennes, le dieu principal, au cœur des mythologies, est associé au soleil et au feu. Lugh, Zeus et Jupiter, Indra ou encore Svarog, ces divinités incarnent le ciel diurne et l'autorité royale divine. S'exposer au soleil, s'adresser à lui, reconnaître son importance, revient à honorer la cime d'Yggdrasil et l'archétype du souverain céleste. Cet astre doit être la direction pour quiconque cherche à exprimer son potentiel dans ce monde. Malgré une forme de culte solaire, nos ancêtres païens n'ignoraient pas le pouvoir de la lune, de la nuit et des étoiles luisantes dans le ciel nocturne. Et c'est au nord, encore une fois, que je saisis toute l'importance de l'obscurité. C'est dans le froid et l'immobilité la plus parfaite, une fois la nuit tombée, que je m'aventurais dans ces grandes forêts de sapins. Ces troncs bien droits, imposants, ces colonnes sévères, pour reprendre la formule d'un poète, donnent le sentiment de se retrouver dans un temple sacré, dans lequel tout bruit est proscrit. Le manque de visibilité perturbe l'être au même titre que le silence. On se sent jugé, observé, scruté. Chaque pas est vu, entendu, analysé. Serait-ce Tapio, cet archétype du dieu de la vie sauvage, dont nous pouvons voir une infime partie de la sagesse au sein des temples boisés? Ou est-ce un esprit curieux de la sylve finnoise? Ma seule certitude est que cette présence était bien réelle. Pour en revenir à l'obscurité, nous constatons que nos traditions portent en elles l'idée que je viens de décrire par la présence de divinités sombres et nocturnes. Pas mauvaise, mais simplement associée à la nuit. Nous avons comme parfait exemple Ogma, qui guide les morts par sa science du langage. C'est lui qui développe la mystérieuse écriture de Logam, comme Odin perce le secret des runes. Par ailleurs, le père de tout des Scandinaves représente lui aussi une divinité nocturne, inquiétante pour quiconque ne comprend pas la complexité des traditions indo-européennes. Solitaire, discret et infiniment sage, le mortel comprend bien que Odin le devancera toujours et l'observera au-delà même du trépas. L'analogie avec Varuna, dieu védique de la lune, est évidente. Cette divinité d'Orient est décrite comme ayant 1000 yeux, car possède la caractéristique d'être omnisciente. Il voit tout au même titre que Odin. Capable d'utiliser une très grande violence, sa colère est redoutée, mais son culte était extrêmement important. En somme, l'obscurité permet le repli sur soi et l'introspection. Elle confère la sagesse et le recul, donne à l'homme qui sait l'apprécier les capacités de se délester de son poids mort une fois la période sombre venue, pour renaître avec le printemps. Alors que le soleil est l'énergie de l'expansion, des conquêtes, de l'affirmation de soi et du mouvement, la lune est l'inverse, l'introspection, le recul et le ralentissement, voire l'immobilité, au travers d'une sagesse silencieuse. Que tirer de tout cela? Quelle est la conclusion de cette réflexion? Pour moi, comme pour beaucoup de camarades païens, les dieux se trouvent au sein de la nature. Nous n'avons nul besoin de cathédrales ou bâtisses en pierre pour parler à nos dieux. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas ériger des monuments pour nos divinités, mais simplement que nous n'en avons pas la nécessité pour communiquer avec eux. La nature est au final si parfaite et si bien équilibrée que c'est à mon sens la preuve que des forces infiniment plus puissantes que l'homme orchestrent le développement de l'univers. Les phénomènes les plus habituels et anodins à première vue doivent être considérés avec toute l'importance qu'ils possèdent. Des simples cycles jour-nuit au déroulement des saisons, tout s'accorde dans une danse parfaite que l'homme ne saurait reproduire. C'est la raison pour laquelle une spiritualité enracinée dans ces terres, utilisant les forêts, les fleuves, les monts et les plaines pour s'adresser à un dieu en particulier ou pour honorer l'ensemble d'un panthéon, est à mon sens beaucoup plus saine et respectueuse que des religions qui ont besoin de se réfugier dans la pierre, à l'abri du ciel et de la nature. Pendant ces 2 mois, j'ai dû apprendre à vivre au gré du froid, du vent, de la neige et de l'obscurité. Tandis que certains auraient pu voir dans ces forêts silencieuses et obscures un environnement hostile et effrayant, j'y voyais à contrario un sanctuaire, une porte vers de nouveaux liens. En soumettant mon être à l'épreuve de la glace, je l'ai contraint à évoluer et utiliser de nouvelles ressources. Le froid forge l'homme comme le feu forge l'acier. Nous avons dans notre environnement tout ce dont nous avons besoin pour subsister sur le plan physique et spirituel. Nous n'avons pas à choisir entre un domaine ou l'autre. La nature doit donc être le socle de notre développement, servir de base stable et parfaite pour nos rites, nos communautés et pour développer notre lien au divin. Je reviens donc de 2 mois de voyage avec la certitude que le nord du monde regorge de secrets et a beaucoup à nous apprendre sur nos origines.
Notre foyer originel n'est certainement pas l'Afrique, comme le prétend la science moderne. Certains youtubeurs en parlent bien mieux que moi, mais il me semble nécessaire de garder à l'esprit que du point de vue religieux et spirituel, notre provenance est obligatoirement nordique. C'est dans ces vastes étendues de sapins que mon esprit s'est trouvé apaisé, alors que j'observais le silence et l'immobilité totale de la nature. De ce périple résulte une curiosité plus grande encore envers l'Indo-européen. Je garderai à tout jamais un certain regard nostalgique vis-à-vis de cette période. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes très accueillantes et dotées d'une générosité dont je n'ai été le témoin qu'à de très rares occasions. La Finlande me manquera, au même titre que cette insouciance qui se prêtait à ce voyage. Merci à tous ceux qui se sont fait mes compagnons de route en me suivant et en réagissant au contenu que je publiais. Ce fut pour moi un premier pas vers ma quête, mais ce long chemin implique d'en faire bien d'autres.